Un grand merci à Fabrine et à Christian d'avoir accepté de venir échanger. Quelle plus belle introduction sur la cabine, sa gestion et surtout dans des événements imprévus. Nous allons pouvoir poursuivre cette partie introductive avec une deuxième présentation par un collègue de la DESAC et une collègue du BEA. Donc je vais appeler RL Verleyen, qui est du BEA, diplômé ingénieur ENAC en 97, qui a été en charge du suivi des règlements de certification de 97 à 2001, notamment en charge des spécifications relatives à la sécurité cabine. Chef du programme au sein de la division navigabilité des avions de transport de la DCS entre 2001 et 2006, notamment sur les programmes A380 ATR. Donc je pense que l'exemple de Christian Fabrine t'a beaucoup parlé, RL. En charge des aspects de sécurité cabine, de la certification de type de l'A380 et enquêteur au BEA depuis 2006. Mon collègue de MEAS, Yoni, que j'ai toujours plaisir à accueillir, diplômé ingénieur ENAC et master en développement aéroportuaire du Florida Institute of Technology. Il s'est formé par ailleurs au machine learning. Durant 3 ans, au sein de DY Consultants, il participe à les travaux de planification pour les aéroports de New York et New Jersey, en se basant notamment sur la visualisation de grandes quantités des données de trafic aéroportuaire. Il nous a rejoints à MEAS pour notre plus grand bonheur en 2017 et il contribue au développement d'outils de visualisation et d'analyse de données de sécurité dont les comptes rendus d'événements recueillis par la DESAC. C'est notre master chief de la base ECARS. Donc si vous avez des questions dans la journée, vous avez la bonne personne ici. Je vous remercie d'avoir accepté de venir présenter et je vous laisse la main. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques petits exemples d'événements avec des aspects sécurité cabine. Pour commencer, quand est-ce qu'on va parler de sécurité cabine dans l'enquête? En fait, on va fouiller un petit peu plus les aspects sécurité cabine dans tous les événements où il y a une évacuation, où il y a un amérissage. Donc un amérissage, c'est un amérissage sur l'eau qui est préparé, donc avec une préparation cabine, ou alors également quand c'est un contact involontaire avec la surface de l'eau. Et là, il n'y a pas de préparation cabine, c'est plus compliqué. Donc on va également enquêter quand il y a des feux, des fumées à bord, dans le cas de turbulence, donc turbulence en ciel clair, où l'équipage n'est pas du tout au courant qu'il va y avoir une turbulence, ou l'équipage dans les turbulences dans les nuages, où là, l'équipage a peut-être quelques informations préalables où ils vont rencontrer des turbulences et peuvent préparer la cabine. Donc, les occurrences de décompression, tous les dommages qui peuvent y avoir à l'avion, mais des dommages qui ne sont pas dus à l'impact. Donc, on va parler de burst strike, collision avec des oiseaux, de défauts de panne système. Donc, dans le cadre du 380 de Goose Bay, celui-là, ça tombe dans cette catégorie-là. Et on va aussi enquêter quand il y a des blessures graves ou mortelles. Alors, dans tous les autres exemples, il y aura peut-être des blessures graves ou mortelles, mais là, on va parler on va enquêter quand il y a des blessures graves ou mortelles qui n'ont rien à voir avec l'impact. Donc, il y a beaucoup d'enquêtes tous les ans et il y en a très peu où on a des aspects cabine quand même. Il faut que ça tombe dans une de ces catégories-là. Donc, il y a quelques petites photos pour agrémenter la présentation. Donc, tout à l'heure, en introduction, on a parlé de survivabilité dans les accidents. Alors, qu'est-ce qu'un accident survivable? C'est que l'impact avec le sol permet à toute ou partie des passagers et de l'équipage de survivre. Et ça représente quoi dans les accidents? Bon, là, c'est des données de 2009 à 2013, mais ça vous montre un petit peu quand est-ce qu'on ne peut pas survivre. Donc, c'est vraiment très petit. Et tous les autres accidents sont survivables. Donc, il faut faire en sorte, dans les enquêtes, de comprendre pourquoi, quand c'est survivable, on a quand même des décès et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ça ne se reproduise pas. Alors,
En ce moment, il y a très peu d'améliorations techniques. Les grosses améliorations techniques qui ont eu lieu suite à des accidents et aux enquêtes qui ont suivi ces accidents ont eu lieu surtout dans les années 80-90. Et vous voyez là, dans la cabine, tous les endroits où on a amélioré des choses. Donc, on a amélioré beaucoup de choses suite à des accidents comme l'accident de Manchester dans les années 80 où la cabine a pris feu après l'impact et quelques passagers sont décédés de ce feu. Donc, on a amélioré dans les années, alors je crois que c'est en 84, tous les tests de flammabilité. On a amélioré aussi, donc quand il y a du feu, il y a de la fumée, les passagers sont perdus, ne savent pas par où sortir. Donc maintenant, quand vous prenez l'avion, les PNC vous montrent le chemin pour évacuer. Donc ça a été mis en place en 86. Avant, ça n'existait pas. Donc c'est une enquête qui a montré que c'était intéressant de montrer aux passagers comment sortir. Suite à un accident en 83, un feu qui avait commencé dans les toilettes et que l'équipage n'a pas pris suffisamment en compte, il y a eu un accident avec un certain nombre de morts également. Donc dès 1986, il y a eu des détecteurs de fumée dans les toilettes et par la suite des extincteurs automatiques. Et un autre exemple, ce sont les issues de type 3, donc les issues d'ailes qui sont utilisées par les passagers en priorité. Donc, et ça, elles ont été également améliorées dans les années 80. Et donc là, sur la photo, vous voyez tous les autres améliorations. Donc les sièges 16G qui permettent... nous, on ne supporte pas 16G. Maintenant, le siège le supporte. Donc si le siège ne va pas nous écraser s'il y a un crash. Là, je vais vous montrer quelques petits exemples. J'en ai pris 4. Si jamais je dépasse le temps, vous me dites. Donc, il y a beaucoup d'enquêtes. Donc, on a parlé de l'Hudson. Je vous ai parlé de Manchester. Il y a la Swissair où il y avait eu un feu aussi en 98 et on a fait des changements sur la flammabilité. En France, on a très peu d'enquêtes. Donc, vous voyez, depuis 2005, on a ouvert 21 enquêtes sur des événements cabines. Le premier que je vais vous présenter, c'est en 2007. Je venais tout juste d'arriver au BEA depuis 5 mois et on a un accident à Pau, donc un Fokker 28 qui n'a pas été dégivré correctement et qui n'arrive pas à s'envoler. L'équipage a beau essayer de lever l'avion, il ne décolle jamais. L'avion finit dans un champ, il n'y a plus de train d'atterrissage. Et là, l'équipage de conduite donne l'ordre d'évacuation, mais n'a toujours pas éteint les moteurs quand il donne l'ordre. Les passagers évacuent. Miraculeusement, on n'a aucun blessé grave. Tout se passe bien. Et donc, l'enquête montre qu'il y a un petit souci avec la procédure de régionale sur l'évacuation d'urgence. Elle est trop longue et elle se fait de mémoire, mais il faut qu'elle soit plus courte et que l'équipage puisse faire tous les systèmes avant de lancer l'évacuation et qu'on soit sûr que ce soit safe de sortir pour les passagers. Et le deuxième point qu'on avait vu, c'était les issues d'ailes. Seule une PNC avait ouvert une des 4 issues qu'il y a sur cet avion et les passagers ne savaient même pas qu'ils pouvaient les ouvrir. Donc en fait, nous avons issu une recommandation et depuis, les PNC doivent expliquer aux passagers qui sont sur les issues d'ailes comment on l'utilise. Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Vous devez lire la petite notice. Et donc tout ça a été fait à la suite de cet accident. C'était déjà en œuvre dans d'autres pays, mais en France, on a recommandé que la DGAC le rende obligatoire suite à cet accident. Un autre accident dont je veux vous parler, c'est un événement de turbulence. Donc, il est très récent, de l'année dernière, donc sur la Norwegian Air Sweden.
Ils étaient, alors, je ne me rappelle plus d'où ils venaient, ils étaient à destination de Nice et au-dessus des Alpes, ils font beaucoup d'évitement de cellules orageuses. Le contrôle les pousse un petit peu à aller au point Bordy parce que c'est le point où les contrôleurs italiens lance la patate aux contrôleurs français pour la suite du vol. Donc, ils veulent à tout prix que l'équipage passe par là. L'équipage évite les cellules et là disent c'est bon, on a évité la dernière cellule, on prend le cap Bordy. Et donc, ils pensent que tout va bien et manque de chance, pile devant un gros nuage qu'ils n'arrivent pas à éviter. Et là, en 7 secondes, l'avion part dans tous les sens, accélération verticale, latérale, et les passagers ont eu le temps de s'attacher, mais les PNC sont en train de sécuriser la cabine avant de pouvoir s'attacher. Il y en a un qui tombe, sa cheville se coince dans la porte au niveau du toboggan, et les accélérations successives font que il monte, il descend, mais sa cheville est bloquée, et donc il a une fracture de la jambe. Et donc 2 petits événements qui sont d'autres blessures. Donc en 2021, la chute d'une passagère lors d'un débarquement. Donc c'est une passagère PMR. Il y avait trop de PMR ce jour-là, pas assez de place pour prendre les PMR, les accompagnants dans le petit véhicule qui doivent les accompagner à l'aéroport. Elle a décidé de descendre l'escalier. Son mari accompagnant a voulu dire qu'il n'était pas content à la PNC, elle est descendue toute seule, elle est tombée. Donc voilà, Air France maintenant va mettre en place quelque chose pour que les PNC soient au courant du nombre de PMR et de personnes qui doivent prendre ces véhicules d'assistance. Et le dernier, la libération d'une voiture de vente au décollage. Donc un décollage de l'île Maurice, un changement d'avion, un peu panique au niveau de l'équipage cabine, chacun ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, on réattribue toutes les postes, les positions, les tâches au dernier moment. Il y a un oubli d'attacher cette voiture de vente, et lors du roulement au décollage, elle se détache, elle traverse toute la cabine et elle finit par blesser une passagère. Et je vais m'arrêter là puisque je suis trop bavarde. Nous avons vu avec ma collègue du BEA l'accidentologie et les incidents graves analysés par les bureaux d'enquête. Intéressons-nous maintenant à leurs potentiels précurseurs et autres thématiques de sécurité contenues dans les notifications d'événements de sécurité. Donc, la notification d'événements de sécurité par tous les acteurs de l'aviation est cadrée par le règlement 376/2014 qui garantit la confidentialité des comptes rendus renseignés par les équipages et les protège grâce au principe de culture juste mis en place à la fois chez les opérateurs et par l'Observatoire de la culture juste. Sur la droite de l'écran, vous pouvez voir l'évolution du volume de compte rendu du Cabin Safety Report, CSR, où on voit qu'il y a une bonne évolution en reprise du Covid, sachant que les chiffres 2022 s'arrêtent au mois d'août. Donc pour des ordres de grandeur, environ un tiers des comptes rendus transmis par les compagnies aériennes sont des CSR, et il y a un CSR tous les 50 mouvements d'avion opérés par les opérateurs français. J'ai oublié de préciser que je vais parler de la base de données française renseignée par les compagnies aériennes françaises, et pas tous les acteurs européens. Les sujets enquêtés et les précurseurs associés font partie, vous reconnaissez sur la gauche la liste présentée par ma collègue, et à droite ce qui est contenu dans la base de données ECARS France des comptes rendus d'événements pour les CSR. On voit deux mots au centre qui sont plutôt gros, qui indiquent leur fréquence, c'est surnombre et bagages. En effet, le surnombre des bagages en cabine est un thème qui est largement notifié, largement présent dans notre base de données. Le nuage de mots n'est pas suffisant, évidemment, pour décrire tout ce qu'il y a dans les milliers de comptes rendus que nous recevons. Et on voit bien, dans les thématiques abordées, qu'il y a un lien avec les
les sujets enquêtés, notamment par les bureaux d'enquête. On parlait d'évacuation. Donc, il y a des comptes rendus sur le désarmement des toboggans, le surnombre des bagages en cabine, l'encombrement des sorties de secours. Pour les feux fumés, il y a tous les sujets liés au lithium en cabine, au PED, au Personal Electronic Devices, des passagers qui peuvent soit surchauffer, soit être coincés dans les sièges. Un risque feu fumé. Évidemment, des comptes rendus sur les turbulences modérées ou sévères. Et la liste est trop grande vu le temps imparti, mais on va aussi sur des sujets qui sont connexes, comme les PAXI, donc les passagers indisciplinés. Depuis les travaux lancés en 2016, on a une forte augmentation de ces notifications. Et une des questions pendant la reprise de la crise Covid, c'était cette augmentation due aux consignes sanitaires. Donc sur le graphe de droite, c'est le nombre de comptes rendus PAXI pour 100 000 passagers transportés par les compagnies françaises. Et on voit bien un grand pic fin 2020, début 2021, mais qui a tendance à se calmer. Et notamment, ça semblait être dû majoritairement aux consignes sanitaires. La notification s'est améliorée. Une piste d'amélioration, c'est d'indiquer dans les comptes rendus d'événements la classification des PAXI dans le compte rendu, tel que défini dans la documentation de 2016. Ça nous aidera notamment à suivre l'impact du nouveau dispositif de sanctions administratives qui sera mis en place et qui sera discuté dans la deuxième partie de ce symposium. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et surtout pour vos CSR. Merci Yoni. Merci RL, merci Yoni. Alors bien sûr, tous les supports que vous avez là, avec les premières explications de nos collègues, vous sont bien sûr fournis à l'issue de cette journée.